Oui, c'est bon. Donc je disais que parmi le beau programme concocté par la FEFOG, on avait parlé il y a 2 jours du cancer du col et on ne pouvait pas passer à côté du cancer du sein. Et nous savons tous que le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et environ une femme sur 12 fera un cancer du sein dans sa vie. Et donc pour ce faire, nous avons invité des experts en la matière. Malheureusement, je disais au début qu'on était heureux de se retrouver en présentiel. Les 3 orateurs, malheureusement, pour des problèmes de disponibilité et de visa pour nos amis africains, ne vont pas pouvoir se déplacer, donc ça sera des sessions virtuelles. Donc je donnerai la parole à mon collègue Raymond, qui va introduire le premier orateur. Alors le premier orateur qui va nous entretenir de l'épidémiologie du cancer du sein est le professeur Apollinaire Aurault, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Il est chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Yopougon, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est spécialisé, il occupe la chaire spécialisée en scénologie, oncogynécologie. Il est chercheur associé à la NRS et vice-président de la Société de gynécologie de Côte d'Ivoire. Le professeur donc Apollinaire Aurault, épidémiologie du cancer du sein. Alors, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Leïla, c'est qu'il n'y aura malheureusement pas de session de questions. On fera essentiellement un débat, on engagera un débat à partir de réflexions que vous pourriez avoir les uns et les autres à la fin de chaque intervention. Voilà. Alors, l'épidémiologie du cancer du sein, le professeur Aurault. Bonjour, chers congressistes. Avant de commencer, permettez que je dise merci au comité d'organisation de ce congrès scientifique pour l'invitation qui m'a été faite. On m'a demandé de parler de l'épidémiologie des cancers du sein, quoi de neuf, dans la session donc oncologie. Le cancer du sein constitue un véritable problème de santé publique dans le monde, puisque en 2020, le nombre de cancers incidents était de 2 300 000, avec une prévalence de 11,7%. Ainsi, le cancer du sein constitue donc la 5e cause de décès par cancer dans le monde, avec 685 000 décès décomptés en 2020. À l'exception de certains pays d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et de Chine, où le cancer du poumon continue de garder donc la première place, et également certains pays d'Afrique où le cancer du col tient le premier rôle. Ma présentation s'articulera autour de ce plan suivant. Je présenterai les incidences et la mortalité dans l'épidémiologie descriptive. Ensuite, on passera en revue dans l'épidémiologie analytique des facteurs modifiables et non modifiables du cancer du sein. Je terminerai par une conclusion. Concernant l'incidence et la mortalité, en 2020, selon Globocam, on a décompté environ 19 300 000 nouveaux cas de cancer, et ces cancers touchent pratiquement tous les continents, avec en tête l'Asie et l'Europe. La mortalité était chiffrée à environ 10 millions. Et parmi ces cancers, le cancer du sein a une prévalence de 11,7%, avec donc dans cette population où on a 10 millions de décès. Quand on regarde un peu la répartition des cancers sur cette carte du monde, on remarque en rose que la plupart des pays ont le cancer du sein comme premier cancer, ainsi que la mortalité, sauf que la mortalité en Amérique du Nord et dans certains pays européens, où cette mortalité est assez réduite par rapport à l'incidence. Ici, ce graphe, on vous montre l'incidence de cancer
et la mortalité ajustée et standardisée sur l'âge, on constate que les prévalences au niveau du cancer du sein sont élevées et la différence va se faire au niveau donc la mortalité, et cette mortalité qui est faible. On le voit bien dans les pays européens, les pays industrialisés, alors que dans les pays en voie de développement, cette mortalité reste élevée. Concernant ces pays à ressources limitées, selon les projections donc, de l'OMS, on observe une augmentation de 49% d'incidence entre 2018 et 2040. Et c'est l'augmentation la plus rapide concernant toutes les régions du monde, malgré le fait que ces estimations sont sous-déclarées, sous-estimées, du fait donc du manque d'infrastructures pour le diagnostic du cancer et de l'absence de registre de cancer en population. Le deuxième fait, c'est que dans ces pays à ressources limitées, le diagnostic de cancer va se faire à des stades tardifs, au stade 3 et 4, et on voit un peu sur ce graphe qu'on a des prévalences autour donc, de 70 à 80% dans les pays au sud du Sahara, alors que ces prévalences sont basses en dessous de 10% dans les pays industrialisés. Concernant ces pays industrialisés, on prendra l'exemple de la France métropolitaine, où en 2017, on a dénombré environ 58 970 nouveaux cas de cancer, qui ont été responsables de pratiquement 12 000 décès chez les femmes. Mais le fait notable, c'est la survie nette standardisée sur l'âge à 5 ans, qui était de 87% pour la période donc, de 2005 à 2010, et à l'âge de 10 ans, qui était autour de 96%. Donc, une baisse importante de la mortalité. C'est ce qu'on voit également sur cette diapositive, où on a l'incidence de la mortalité de 1990 à 2018. En France, en 2018, on a dénommé 58 500 nouveaux cas de cancer, dont une augmentation légère de 0,6%. Par contre, la mortalité, qui était autour de 12 100 décès en 2018, a baissé de moins 1,6% par an. Donc, sur cette figure, on voit bien l'augmentation progressive et la stabilisation de l'incidence des cancers du sein à partir donc, des années 90 et une baisse nette et notable de la mortalité par cancer du sein. C'est la même situation qu'on trouve aux États-Unis, où sur cette diapositive de ce graphe de gauche, on a la mortalité par cancer du sein de 1930 en 2018. On voit une nette chute de taux de mortalité. Par contre, l'incidence, elle, sur le graphe de droite, est pratiquement stable depuis un certain nombre d'années. Le fait notable également, c'est la différence entre l'incidence et la mortalité dans les pays développés et l'incidence et la mortalité dans les pays les moins développés, où l'écart reste toujours important, du fait donc de manque de structure, de prise en charge d'infrastructures et de compétences pour la prise en charge des cancers du sein. Les pays à revenus élevés, on a constaté une chute donc, de la mortalité de près de 40% entre 1980 et 2000. Et cette réduction de la mortalité annuellement est de 2 à 4%. Donc l'objectif de l'OMS au niveau mondial, c'est de baisser la mortalité annuelle à 2,5%, ce qui permettrait d'éviter environ 2 500 000 cas de décès par cancer entre 2020 et 2040. Alors, quels sont les facteurs de risque qui vont favoriser donc, le cancer du sein? Du point de vue épidémiologique, on dénomme donc des facteurs non modifiables, ce sont des facteurs donc, intrinsèques, et des facteurs modifiables. Et si ces facteurs modifiables qui sont liés au mode de vie, on arrivait à les contrôler, ça permettrait donc de réduire environ 30% des causes des décès du sein. Le premier facteur qui n'a pas changé, et ça c'est pas nouveau, c'est que le cancer du sein reste un cancer féminin. Il est rare chez l'homme, avec des chiffres autour de 1. L'âge est un facteur important et connu du cancer du sein, puisque l'incidence du cancer va augmenter significativement avec l'âge et atteindre son maximum à l'âge de la ménopause pour diminuer progressivement. Mais on observe
des cancers chez les femmes jeunes. Et ces cancers sont caractérisés par leur évolution rapide avec des stades avancés et l'atteinte ganglionnaire qui s'ensuit avec une survie globale qui est. Sur cette diapositive, on voit l'augmentation, donc l'incidence de cancer en fonction de l'âge, avec des prévalences qui sont à 0,65% avant 30 ans. La prévalence monte à 2,4% entre 30 et 35% pour atteindre 6,6% après 40 ans. Les caractéristiques des cancers chez les femmes de moins de 40 ans sont caractérisées par l'association de facteurs génétiques avec des mutations génétiques qui sont présentes dans 6% contre 3% de la population générale. Il s'agit donc de mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 associées souvent à une alimentation déséquilibrée qui est riche en graisse animale, comme cette étude anglaise l'a démontré. Un autre facteur qui a été mis en évidence, c'est le facteur racial et ethnique, puisque on constate que dans les populations noires africaines et américaines, contre les populations européennes, on constate que le cancer va survenir à un âge plus jeune, entre 43 et 45%. Dans notre série à Abidjan, on avait des patientes, 20,3% des patientes de moins de 40 ans qui étaient porteuses d'un cancer du sein. Et concernant les sous-types histologiques, donc moléculaires, on constate que les cancers triple négatifs sont plus fréquents dans la population noire africaine et américaine. Et dans notre série Abidjan, on dénommait 30%. Quand nous montre cette étude américaine où sur 35% de tumeurs triple négatives, on avait 56% chez les femmes noires américaines contre 29% dans la population blanche et 44% dans la population asiatique. Le cancer du sein, on le disait tantôt, est lié également à des facteurs génétiques et héréditaires. Et donc, 40% des cancers qui vont survenir sont liés à des mutations du gène BRCA1 et BRCA2. On voit ici, lorsqu'on voit l'ensemble des cancers avant 70 ans, 55 à 65% sont dus au BRCA1 et 45% au BRCA2. Il s'agit donc de l'atteinte de mutation des deux copies de l'allèle qui vont être responsables donc, du cancer. Et les facteurs héréditaires vont jouer avec une augmentation donc, du risque relatif d'environ 11 pour le cancer, la survenue du cancer du sein. Cette étude a permis d'évaluer la survenue donc, des cancers génétiques dans la population au sud du Sahara. On a très peu d'études, mais cette étude a l'avantage d'avoir été faite dans 10 pays pour regarder donc, la fréquence donc, des mutations. Et les mutations s'étaient retrouvées surtout dans les cancers triple négatifs, comme on le disait, avec les gènes les plus fréquents, les mutations génétiques les plus fréquentes, c'était le BRCA1, le BRCA2 et le PALB2. Et sur ce graphe, on voit un peu l'importance et la pénétrance donc, de ces cancers dans différents pays africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique australe. Et on voit que c'est les mutations génétiques BRCA1 et BRCA2 qui sont les plus retrouvées. Concernant les tumeurs bénignes, il est établi que les tumeurs bénignes sans atypie, sans prolifération, ne sont pas des facteurs de risque de cancer. Au contraire, lorsqu'on a une prolifération avec une atypie élevée, on a un risque qui est multiplié par 4 de présenter donc un cancer du sein. Concernant les facteurs de risque modifiables qui sont liés au mode de vie, et 4 facteurs vont être associés au cancer du sein. Il s'agit de l'intoxication alcoolo-tabagique, du surpoids, l'obésité avec l'absence d'activité physique et puis l'alimentation déséquilibrée. Mais à côté de ces facteurs liés au mode de vie, il existe donc des facteurs hormonaux qui sont liés donc à la reproduction. Il est établi maintenant que les facteurs reproductifs, notamment la production hormonale ovarienne, qui va commencer avec la puberté, va se maintenir pendant les cycles et au cours des grossesses et va diminuer à la ménopause
est un facteur important lié donc au cancer du sein. Pour preuve, dans cette méta-analyse qui a concerné 117 études et qui a inclus environ 120 cancers du sein avec 306 témoins, et ces cancers ont été stratifiés sur les autres facteurs de risque, notamment l'année de naissance, la parité, l'âge, la taille, l'intoxication alcoolo-tabagique, l'origine, la contraception hormonale. On constate que la survenue des premiers ménages avant 11 ans est un facteur de risque et le facteur de risque va baisser au fur et à mesure que l'âge des premiers ménages va augmenter. Et donc de l'âge des premiers ménages, on a l'âge de la ménopause. Il est établi que la ménopause après 50 ans est un facteur de risque de cancer. On voit ici sur ce graphique que l'atmosphère hormonale liée aux oestrogènes vont favoriser donc vont être des facteurs de risque de survenue du cancer du sein. L'âge à la première grossesse, surtout après 30 ans, est un facteur de risque établi avec des ordres ratios qui vont jusqu'à entre 5 et 6. Et l'augmentation de risque avec l'âge de la première grossesse à terme est de 5% par an avant la ménopause, contre 3% après la ménopause. Donc, un facteur vraiment important de survenue du cancer du sein. La parité également va jouer un rôle, notamment que l'augmentation de la parité est associée à une diminution du risque. Chaque accouchement va réduire le risque de cancer du sein hormono-sensible jusqu'à 10%. Mais on a eu des études contradictoires dans la population afro-américaine où la parité était liée à un risque accru de développer un cancer du sein, surtout lorsqu'on avait 4 naissances ou plus avant l'âge de 45 ans. Et le risque diminuait lorsque ces grossesses survenaient après 45 ans. Et il est établi également que l'allaitement est un facteur protecteur contre le cancer du sein. Donc sur ce graphe, on voit bien que tous les ordres ratios sont inférieurs à 1, donc facteur protecteur, et l'effet protecteur augmente avec la durée de la lactation. Cet effet peut être également combiné avec les accouchements. 2 accouchements ou plus associés à un allaitement de plus de 13 mois réduiraient jusqu'à 50% le risque de survenue du cancer du sein. La contraception orale, des études anciennes avaient montré un risque élevé, donc risque accru de développer un cancer du sein lorsqu'on utilisait une contraception hormonale. Et les autres ratios qui étaient annoncés étaient autour de 9 à 10. Mais ces études étaient marquées par des biais, notamment dans la capacité du diagnostic des tumeurs au cours des études. On sait qu'on a amélioré le diagnostic aujourd'hui des cancers et surtout, on faisait l'hypothèse qu'il y avait une croissance des tumeurs mammaires qui préexistait avant la mise sous traitement. Mais les études récentes aujourd'hui avec les nouvelles formulations montrent qu'on a une augmentation du risque, certes, mais ce risque est modéré, il est autour de 1,20. Et ce risque va diminuer significativement pendant 5 à 10 ans après l'arrêt des contraceptifs hormonaux. Et ce qui a été démontré dans une grande étude prospective qui a été réalisée au Danemark sur environ 11 années et ont été inclus dans cette étude environ 2 millions d'utilisatrices âgées de 15 à 49 ans. Et vous voyez sur ce graphique que les ordres ratios au-delà de 5 ans, 5 à 10 ans vont varier entre 1 et 1,5%. Donc un risque modéré de survenue du cancer du sein sous contraception hormonale. Lorsqu'on regarde dans cette étude l'augmentation en chiffre absolu des cancers, on voit que sur 100 000 personnes années, on a une augmentation que de 13 cancers. Et quand on regarde de peu près les femmes de moins de 35 ans, il n'y a que 2 cancers pour 100 000 femmes, soit un cancer supplémentaire. Et donc on voit que l'effet est vraiment modéré de survenue du cancer. Et cet effet va persister quelle que soit la formulation, qu'il s'agit donc de contraception orale ou de dispositifs intra-utérins associés donc à des hormones. Mais devant ce risque modéré, il faut le contrebalancer par
l'efficacité contraceptive, qui permet de réduire donc la mortalité maternelle et la grossesse non désirée, la réduction substantielle aussi des risques de cancers colorectaux, des cancers de l'ovaire et des cancers de l'endomètre. Concernant l'hormonothérapie post-ménopausique, après le buzz créé par la première étude WHI qui avait montré donc des risques élevés de survenue de cancer lors de l'hormonothérapie après la ménopause, ces études récentes, notamment l'étude de Million Women Study, a montré que les risques étaient modérés, autour de 1 à 1,02. Cette variation du risque va se faire en fonction du type d'hormonothérapie et de la durée d'utilisation. Et ce qu'on constate, c'est que le risque est plus élevé avec les méthodes combinées oestrogène-progestérone, et ce risque va diminuer après l'arrêt de l'hormonothérapie. On voit ici, dans cette étude anglaise, que l'association combinée d'oestrogène et progestérone augmente le risque, mais lorsqu'il s'agit donc de l'utilisation de la progestérone telle que la dihydrogestérone, on a le risque qui est moindre avec donc, cette combinaison. Un nouveau facteur qui est de plus en plus développé est la densité mammaire à la mammographie. On constate qu'on a une augmentation du risque de survenue du cancer autour de 2 pour les cancers récepteurs oestrogènes positifs, devant une densité mammaire élevée à la mammographie. Concernant les facteurs liés au mode de vie, l'obésité, le surpoids, du fait d'une élévation de la conversion des précurseurs androgènes en oestrogènes par aromatisation et du niveau élevé d'insuline et des facteurs insuline-like, on va avoir donc une stimulation de la croissance des cellules cancéreuses et donc présenter donc comme un facteur de survenue du cancer du sein. Il n'est plus à démontrer l'effet de la consommation d'alcool et de tabac dans la survenue du cancer du sein, et ces relations sont dose dépendantes. L'alimentation va jouer un rôle également. Donc des études ont montré que une alimentation riche en graisses saturées va augmenter le risque de cancer, contrairement à une alimentation riche en fruits et en légumes qui va réduire donc le risque de près de 23%. Et le nouveau facteur qui est en train d'être beaucoup développé maintenant, c'est l'activité physique, parce que la réduction du risque chez les femmes ménopausées qui font une activité régulière a été mise en évidence, et même ce risque va diminuer le risque de décès. L'activité physique va diminuer le risque de décès après le diagnostic lorsqu'il y a une activité physique régulière chez ces femmes. Un facteur controversé aujourd'hui, c'est la durée du sommeil. Des études ont montré globalement que la durée du sommeil a un impact sur l'état de santé à long terme. Et l'atteinte, donc, le risque avec le cancer du sein, c'est avec une courte durée de sommeil, on a un risque qui est autour de 1,4 selon certaines études. Mais ces études sont basées sur le fait que la durée du sommeil va diminuer le niveau de mélatonine et libérer, donc augmenter l'exposition donc, aux oestrogènes. Mais ces études sont marquées de beaucoup de biais. Est-ce que c'est des séries courtes? On n'a pas de séries observationnelles. Il n'y a pas vraiment de méta-analyse sur l'évaluation du sommeil. Et puis, le biais, il y a un biais qui a été déclaré, c'est que ces patientes vont auto-déclarer la durée du sommeil et donc difficilement vérifiable. Donc, c'est un facteur qui est en étude. On attend donc des études pour conclure sur ce facteur. Donc, en conclusion, je dirais que on observe donc une modification progressive de l'épidémiologie du cancer du sein, avec une augmentation forte de l'incidence des cancers dans les pays à ressources limitées, associée à une mortalité élevée, tandis qu'il y a une stabilisation de l'incidence dans les pays industriels, avec une réduction de la mortalité. Et la plupart des facteurs de risque vont interagir, s'imbriquer et aboutir donc à la survenue du cancer avant ou après la ménopause. Je vous remercie pour votre attention.
Merci au professeur Auro, Apollinaire, de nous avoir fait un tour d'horizon de l'épidémiologie du cancer du sein. On va prendre. Il est clair que les disparités sont considérables entre les pays à faible et à revenus élevés, de même que les facteurs de risque. Il est clair également que les disparités sont énormes concernant la mortalité, l'incidence et la survie à 5 ans dans les pays en voie de développement et les pays développés, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et en Polynésie et certains pays d'Asie. Moi, je suis tunisienne, peut-être que je vais donner quelques chiffres de la Tunisie. En 2020, nous avons recensé à peu près 3095 nouveaux cas de cancer du sein. On a beaucoup de cancer du sein chez la femme jeune. Et ce qui est alarmant, c'est qu'on est au stade de diagnostic à une taille de 2,5 à 3 cm. Donc on est très en deçà justement du dépistage organisé et de la découverte fortuite de petites lésions. Donc tous les efforts doivent être consentis dans ce sens, dans le sens du dépistage du cancer du sein, qui continue à tuer pas mal de femmes, et notamment les femmes jeunes. Absolument. Il a donc simplement une chose à préciser. Quand on regarde de manière globale, je regrette que le professeur Auro n'ait pas pris plus en compte les réalités du cancer, de l'épidémiologie, en particulier africaine, dans certaines régions. On sait que les facteurs de risque exposent beaucoup moins, d'une manière générale. Beaucoup de facteurs de risque sont beaucoup moins à prendre en compte dans des pays africains. Notre problème n'est pas dans l'épidémiologie de manière générale, il est plutôt dans la prise en charge, dans le diagnostic qui, lui, reste tardif, exactement comme vient de le dire Leïla. Alors, nous ne pourrons malheureusement pas poser de questions sur cette intervention, mais nous pouvons prendre quelques réflexions qui pourraient peut-être nous permettre de... Voilà. Professeur Dr Lazrak. Merci beaucoup, Président. Donc, la réflexion que je voulais mettre, c'est beaucoup plus par rapport au THS et cancer du sein, dont a parlé notre orateur qui a fait une très belle présentation. Donc, comme vous le savez, il y a le risque relatif chez une femme qui prend le THS de 1,26. Ça veut dire qu'il y a eu 8 cas sur 100 000, 8 cas sur 100 000, ce qui est insignifiant. Et ce qu'il faut peut-être un petit peu préciser, c'est que c'est des cancers qui sont de très bons pronostics. Pourquoi? Parce qu'on les surveille, les femmes sous THS. On les surveille, on ne les laisse pas un petit peu dans la nature. Et donc, par ce biais-là, c'est des cancers qui sont de bons pronostics, qui sont énormément bien surveillés. Et donc, le problème qui se pose, c'est beaucoup plus pour ne pas... Parce que ce que nous retrouvons malheureusement, c'est qu'il y a une mauvaise presse du THS. Attention, le cancer du sein. Attention, madame, si on vous donne le THS, il va falloir faire attention un petit peu au cancer du sein. Et donc, par ce biais-là, moi, je pense qu'il va falloir certainement sensibiliser davantage, informer davantage. Le risque relatif, il est très faible. C'est 1,26, ça veut dire c'est 8 cas sur 100 000, ce qui n'est absolument pas beaucoup. Et puis, c'est des cancers qui sont de très, très bons pronostics parce que les femmes sont surveillées. Donc, je me permets de faire cette réflexion un petit peu sur le THS et le cancer du sein. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste signaler qu'il n'a pas insisté sur un facteur protecteur dont le rôle est démontré depuis longtemps, c'est l'allaitement maternel. Donc je pense que ça méritait, en tout cas... Il en a parlé, pas beaucoup, mais il en a parlé. Mais il n'a pas beaucoup insisté, parce que c'est un élément très important. Okay. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires dans la salle? Oui, je pense que Saïd a très bien soulevé le problème. Aujourd'hui, le traitement hormonal substitutif, encore une fois, est mis à mal si on n'en parle pas, si on insiste sur le fait qu'il peut y avoir évidemment un risque relatif, et si on ne dit pas que le risque n'est que relatif, ça va encore aggraver le problème du traitement substitutif. Non, à propos du risque de l'hormonothérapie, en fait, dans la Nurse Study, quand ils ont commencé à en parler,
il y a eu un tollé général parce qu'ils avaient dit qu'il augmente le facteur de risque de 26%. Or, le facteur de risque habituel est de 10% dans la population générale, et tout le monde a conclu que ça passait de 10 à 36%. Mais en fait, c'est 26% de 10% qui augmente, et donc quelqu'un qui prend des hormones de remplacement va passer de 10 à 12,6 simplement, et que le risque est tellement minime comparé aux avantages qu'on pourrait avoir. Mais il faudrait l'expliquer parce que la plupart des gens, et même pas mal de médecins, se trompent dans cette nuance entre 10 et 12%, et 10 et 36%, personne n'aurait prescrit à ce moment. Il est malheureux aussi de constater que certains gynécologues ont gardé en mémoire ces chiffres et continuent à ne pas prescrire. Merci Renzi pour cette précision. Encore une remarque ou on peut passer? Il y aurait un commentaire de nos amis canadiens ici présents par rapport aux pays du Nord? Non. Bien, donc on va pouvoir passer à la communication suivante. Donc, Madame Catherine Usan, elle est professeure des universités, chirurgienne des hôpitaux de Paris. Elle est chef de l'unité de chirurgie et de cancérologie gynécologique et mammaire à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Elle est également membre de l'ESGO, de la SFOG, la Société française d'oncologie, et membre du collège. Madame Catherine Usan va nous parler des nouveautés en matière du traitement du cancer du sein. Bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là avec vous, mais je vais donc vous présenter les nouveautés concernant le cancer du sein pour notamment toute la partie initiale de la prise en charge. Voici mes liens d'intérêt. Alors d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir que la prise en charge d'un cancer du sein s'envisage tout autour d'un parcours de soins et que lorsque vous prenez en charge ces patientes, il faut que vous puissiez réfléchir en termes d'équipe et en termes de parcours. Avoir des biopsies où bien sûr systématiquement il y ait l'immunohistochimie, car comme on va le voir ensemble, il y a de plus en plus d'indications de chimiothérapie néoadjuvante et que la prise en charge d'un cancer ne peut s'envisager qu'en ayant son aspect histologique complet, disposer de documents d'information qu'on peut remettre aux patientes, d'avoir un bilan d'imagerie complet, ce qui implique une échographie axillaire, une IRM si la patiente a moins de 50 ans, une densité C ou si c'est un lobulaire, et prévenir toujours la patiente de la nécessité d'une échographie de seconde look après l'IRM, ce qui est très fréquent. Il faut donc bien structurer ce parcours initial. Il va falloir aussi savoir prendre en charge les spécificités de chaque patiente. Les spécificités des femmes jeunes, c'est-à-dire pouvoir disposer d'une préservation de la fertilité à systématiquement proposer avant 40 ans, une contraception par DIU à proposer, pour penser à la partie, donc pour éviter les risques de grossesse pendant la prise en charge, et puis l'oncogénétique systématique avant 35 ans, pour dans certains centres c'est avant 40 ans, avec un panel et pas juste BRCA1 et BRCA2, et on verra ensuite que finalement ces indications oncogénétiques deviennent de plus en plus larges. Il y a les spécificités de la femme âgée, avec la consultation d'oncogériatrie, comment essayer d'accompagner au mieux l'observance de l'hormonothérapie, la spécificité des patientes obèses, la prise en charge nutritionnelle, des hôpitaux de jour qui peuvent accompagner ces prises en charge-là, etc. On va avoir plein de spécificités, il faut savoir s'adapter à chaque patiente. Alors, pour évoquer avec vous la multiplication des indications de chimiothérapie néoadjuvante, je vous présente ici un cas clinique, une patiente de 38 ans qui s'est autopalpée une lésion de 3 cm. Elle est nullipare, elle n'a pas d'antécédents familiaux ou personnels. Elle a un bonnet E, c'est une lésion du cadran supéro-externe. Et à la mammographie, la lésion fait 3 cm et c'est un ACR5. Évidemment que cette patiente nécessite de faire une biopsie au préalable, jamais de tumorectomie diagnostique chez ces patientes car vous ne réaliseriez pas le geste complet. Et par ailleurs, évidemment, qu'il va falloir se poser la question de l'histologie. Donc ce n'est pas parce que la tumeur, comme ça, paraît accessible à un traitement conservateur qu'il faut en faire un. Et il faut bien savoir que de plus en plus, donc quand vous avez une tumeur HER de 3 croix ou une tumeur triple négatif, dès que la lésion fait plus de 2 cm ou qu'il y a une atteinte ganglionnaire, c'est l'un ou l'autre, il est recommandé de commencer par une chimiothérapie néoadjuvante. Et je vais essayer de vous démontrer ici que ce n'est pas juste que c'est nécessaire, c'est aussi car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez adapter le traitement adjuvant à la réponse au néoadjuvant. Pourquoi ? Parce qu'on a des études qui ont démontré qu'on faisait mieux en adaptant le traitement après s'il y a un reliquat.
Donc pour les tumeurs HER de 3 croix, vous commencez par la chimiothérapie néoadjuvante à partir du moment où ça fait plus de 2 cm une atteinte ganglionnaire. Si quand vous opérez il y a un reliquat, eh bien vous devez changer le traitement, passer du trastuzumab au Kadcyla. Si vous avez une tumeur triple négative, même circonstance, T2 ou N1, on se pose même la question à partir du T1C maintenant pour les triples négatifs. Eh bien s'il y a un reliquat, lors de votre chirurgie, eh bien la patiente relève d'un traitement par capecitabine ou elle relève d'un traitement par inhibiteur de PARP si elle a une mutation BRCA ou elle relève d'un essai thérapeutique. Donc, il est essentiel de savoir reconnaître les indications néoadjuvantes. Avant, vous savez que le néoadjuvant, c'était pour les tumeurs inflammatoires ou si on ne pouvait pas faire de conservateur, il n'y avait pas été démontré de différence en survie. Et depuis, on a des études qui ont montré que le fait d'avoir une réponse histologique complète, ce qu'on appelle le pathological complete response, était un facteur pronostic essentiel et donc ça nous permettait d'adapter. Donc autant les premières études de chimiothérapie néoadjuvante nous disaient ça permet de faire plus de conservateurs, mais vous ne changez pas la survie globale de vos patientes, autant ces éléments-là ont changé maintenant qu'on a des nouvelles études qui ne se concentrent pas, qui ne font pas les cancers en général, mais qui s'intéressent catégorie par catégorie de cancer. Et on a pu démontrer la pertinence de commencer par la chimiothérapie néoadjuvante à partir de T2 ou N1 pour les tumeurs triple négatifs ou HER de 3 croix. Donc, ce message est important. En fonction de la réponse, vous allez changer le traitement que vous allez donner après. Donc maintenant, les indications, c'est toujours l'inflammatoire, mais c'est aussi adapter le traitement adjuvant à la réponse au néoadjuvant. Il y a toujours la question du conservateur. Ensuite, je voudrais partager avec vous cette étude très importante qui est sortie cette année, qui est une étude qui s'intéresse à l'intérêt des inhibiteurs de PARP en première ligne, je ne vous parle que de traitement initial, pour des patientes qui auraient des tumeurs agressives, soit, alors, il y avait 2 bras dans l'étude, donc soit pour les patients qui ont un cancer triple négatif qui n'a pas complètement répondu à la chimiothérapie, ou des patients qui avaient un cancer hormonosensible mais qui n'ont là aussi pas complètement répondu à la chimiothérapie. Et là, on utilise un nouveau score qui est le score CPS plus EG. Et l'autre bras de l'étude, c'était pour les patients qui ont commencé par la chirurgie et où soit il y avait une tumeur qui était plus de 4N+, pour les cancers RH+, soit pour les grosses tumeurs triple négatives. Alors, j'ai essayé de vous expliquer que les grosses tumeurs triple négatives, nous, on ne veut plus en voir là, il faut leur faire du néoadjuvant. Mais dans l'étude, comme ce n'était pas encore imposé, eh bien voilà, il y avait aussi ce bras-là. Et donc, pour ces patientes-là, pour ces profils spécifiques, lorsqu'elles étaient mutées BRCA1 ou BRCA2 en germinal, eh bien, on a démontré un bénéfice en survie sans récidive d'ajouter un inhibiteur de PARP. Vous voyez que c'est un bénéfice qui est assez fort. Donc, cette étude, elle est très importante parce que on avait eu des études plus anciennes où on avait plus de mal à démontrer l'impact des inhibiteurs de PARP. Et bien là, pour le cancer du sein, en première ligne, on retrouve cette indication qui devient essentielle. Et vous voyez que ça veut donc dire que de plus en plus, il faudra qu'on sache si les patients sont mutés BRCA tôt et pas uniquement lorsqu'on est en métastatique ou pas uniquement pour les questions de mastectomie. Donc, comme on va faire de plus en plus de chimiothérapie néoadjuvante, ça veut dire qu'il faut faire un bilan très complet initialement avec la cartographie des lésions, avec une mammo, une écho, une IRM, biopsie de toutes lésions suspectes, des microcalcifications. Il ne faut pas que lorsque vous voyez la patiente après chimiothérapie, vous dites là il y avait une deuxième lésion mais on la voit plus, on ne sait pas où elle est dans le sein et se retrouver à proposer des mastectomies juste parce que votre bilan initial n'était pas suffisant. Donc il faut toujours voir la patiente au départ et savoir préparer votre bilan pour savoir adapter votre chirurgie. Il est essentiel de toujours notifier s'il y avait un aspect inflammatoire ou pas de la peau, faire un schéma détaillé, mettre un clip dans la maladie car la tumeur peut complètement disparaître, faire systématiquement une échographie axillaire et s'il y a un ganglion suspect, le biopsier et voire même maintenant de plus en plus on met des clips dans le ganglion car vous allez voir que se pose la question lorsqu'il y a une réponse complète à l'avenir peut-être de faire moins de curage axillaire chez ces patientes-là et puis peut se poser la question d'un PET scanner à la deuxième cure pour une évaluation précoce. Et de plus en plus, la consultation oncogénétique, je vous reparlerai des indications après. Donc la consultation du chirurgien au départ, elle est très importante et elle permet de mieux catégoriser les lésions. Alors ensuite, après la chimiothérapie, comment est-ce que vous allez décider du type de chirurgie avec la patiente? Eh bien, ça dépend d'abord de l'aspect inflammatoire ou pas initialement et de l'imagerie qui doit être très complète, initiale et l'évaluation du reliquat. Ça va dépendre aussi du statut de mutation BRCA.
Jusqu'à maintenant, on faisait la consultation oncogénétique quand les patientes avaient moins de 35 ans, ou un triple négatif et moins de 50 ans, ou une histoire familiale. Et bien maintenant, on a, pour tous les cancers triple négatifs qui ne répondent pas bien, on devra faire cette recherche. Donc, actuellement, notre attitude est que pour tout cancer avec triple négatif chez qui on commence par faire une chimiothérapie néoadjuvante, donc un T2 ou un N1, quel que soit l'âge de la patiente, on demande une consultation d'oncogénétique. Et puis, comme toujours, évidemment, le type de chirurgie va dépendre de la morphologie du sein et de la volonté de la patiente. Il est donc important qu'il y ait une interaction entre la patiente et le chirurgien. Et vous voyez que de plus en plus, on va avoir ces informations de mutation et donc pourra se poser la question, dans certains cas, de discuter avec la patiente si elle désire avoir une mastectomie, si elle est mutée BRCA. Je précise que ce n'est pas quelque chose qui doit être présenté comme systématique. En effet, surtout si vous avez une patiente qui a un cancer triple négatif de mauvais pronostic, vous ne changerez pas la survie de votre patiente en la poussant à une mastectomie, voire même à la mastectomie contralatérale. Donc la mastectomie doit être discutée, mais ne doit pas être imposée en patiente. Il faut toujours garder en tête que le pronostic est à la tumeur là qui est présente plus qu'à la prophylaxie. Alors donc les nouvelles indications de recherche de mutation BRCA, eh bien c'est en néoadjuvant pour tous les cancers triple négatifs qui ont une chimiothérapie néoadjuvante, donc T2 ou N+. Pour les cancers RH+, avec une chimiothérapie néoadjuvante et qui ont un reliquat, c'est-à-dire qui n'ont pas une réponse complète et un score CPS-EG avec un score supérieur à 3, c'est un score histologique nouveau que vos pathologistes vont devoir découvrir. Et pour les cancers RH+, à partir de 4N+. Donc le fait qu'on dise qu'il faut faire plus de recherche de mutation BRCA veut dire qu'il faut changer le parcours oncogénétique. Vous savez bien que l'accès à la consultation d'oncogénétique, y compris ici en France, peut être difficile. Et donc, on a changé, on a décidé de faire évoluer nos parcours. Il y a beaucoup de discussions actuellement dans les centres. Alors, je vous parle de notre expérience à la Pitié-Salpêtrière. Vous savez que dans les pays anglo-saxons, depuis longtemps déjà, la prescription peut être faite par les oncologues pour permettre d'accélérer la prise en charge lorsqu'il y a un impact théranostique. C'est-à-dire lorsque, si vous trouvez une mutation, il va y avoir la prescription d'un médicament spécifique qui va changer la survie des patients. Eh bien, on peut se poser la question d'avoir le même parcours. Et donc, nous, on a mis ça en place avec soit les chirurgiens gynécologues, soit avec les oncologues. On identifie des patientes qui soient éligibles. Alors, ces patientes éligibles, c'est plutôt des patientes où il y a une indication théranostique. On ne le fait pas chez les jeunes patientes, où là, il peut y avoir aussi d'autres types de mutations, que ce soit les mutations de syndrome de Coden, PTEN ou liphromenie, P53. Donc, on va plutôt le faire chez les patientes qui soit ont un cancer du sein métastatique, où là, il va y avoir très vite l'indication d'inhibiteur de PARP, soit les cancers du sein localisés à haut risque de rechute, ou les cancers de l'ovaire. Et donc, ça peut permettre d'avoir un accès plus rapide pour cette prise en charge. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en termes de plus de chimiothérapie néoadjuvante, plus d'indications de recherche oncogénétique. Ensuite, je voulais faire un point avec vous sur les indications pour les gestes ganglionnaires. Vous savez qu'on est passé d'une période où il y avait un curage axillaire pour tous les cancers du sein, il y a une vingtaine d'années, à de ganglions sentinelles à partir du moment où la tumeur faisait moins de 3 cm et qu'elle était unique, N0, puis à avoir la taille à augmenter jusqu'à 5 cm pour le ganglion sentinelle. Et puis, on a commencé à dire qu'on ne reprendrait plus le ganglion sentinelle lorsqu'il y avait des micrométastases ou des cellules tumorales isolées. Et puis, c'est les dernières indications dont je vais vous parler là, qui sont les plus récentes, pour dire qu'on ne reprend pas le curage de façon systématique lorsqu'il y a une macrométastase, qu'on fait du ganglion sentinelle, y compris pour les lésions multifocales maintenant, et que c'est la prochaine étape, se pose la question de faire du ganglion sentinelle lorsqu'il y a une stérilisation sous chimiothérapie. Donc, l'abstention du curage en cas de ganglion sentinelle micrométastatique, eh bien, on a eu cet essai IBCSG qui comparait ganglion sentinelle versus ganglion sentinelle plus curage, et on dispose d'un long suivi pour ces patientes avec une absence de différence de survie globale ou de survie sans récidive lorsque qu'on ait fait un ganglion sentinelle ou un curage en cas de micrométastase. Ensuite, on a eu l'essai Z0011 pour les macrométastases. Il y a eu des critiques sur cet essai car on n'est pas arrivé au nombre de patients qu'on devait randomiser, mais on a eu des résultats à 5 ans, puis des résultats à 10 ans. Et c'est cette dernière publication dont je vais vous parler parce que c'est des éléments dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc on va se concentrer sur les données les plus récentes, qui sont notamment cette étude qui est parue en 2017 dans le JAMA,
qui ne trouvaient pas de différence de survie à 10 ans chez ces patientes qui avaient, quand on comparait ganglion sentinelle seul versus curage, sous couvert dans les patientes, pour ces patientes-là. Alors, il faut bien préciser que dans l'étude, ces patientes qui avaient des macrométastases avaient eu systématiquement un bilan d'imagerie initiale qui montrait qu'elles n'étaient pas dizaines plus, bien sûr, que ces patientes avaient toutes de la chimiothérapie et que ces patientes avaient toutes de la radiothérapie avec plus ou moins un champ d'irradiation étendu en axillaire. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on peut se permettre de ne pas reprendre le curage quand on est sur une macrométastase. Donc bien sûr, lorsqu'il y a une atteinte axillaire limitée. Il faut évidemment pas, il faut rester dans ce cadre-là pour pouvoir offrir la même survie aux patients. Et donc on en arrive aux recommandations. Ça, ce sont les recommandations de Saint-Gallen de 2019, où l'on voit que lorsque vous n'avez pas d'atteinte ganglionnaire au départ, eh bien évidemment on fait un ganglion sentinelle. Lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire au départ, la recommandation et qui prouvée histologiquement est encore à faire un curage axillaire. Lorsque vous avez une atteinte mais qui a été découverte sur le ganglion sentinelle, eh bien on vous propose de plutôt considérer l'irradiation axillaire complémentaire, même si c'est le premier élément qui est proposé, sous couvert qu'il n'y avait donc voilà. Après, quand vous avez des patients qui ont une atteinte ganglionnaire au départ, la recommandation est encore au curage axillaire. Je vous présente maintenant le référentiel CENORIF, c'est donc le référentiel qui unit l'Institut Curie, Gustave Roussy et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc on a un référentiel commun et je vous montre quel est l'arbre décisionnel. Donc ça c'est ce référentiel est sorti en 2021 et donc on a présenté ce référentiel donc tout récemment. Là c'est pour donc vous montrer que lorsque vous devez systématiquement faire, vous voyez qu'il est bien noté qu'il y a une échographie qui doit être faite au départ. Donc si cliniquement et à l'échographie il n'y a pas d'atteinte, on fait un ganglion sentinelle. Si ce ganglion sentinelle est négatif, évidemment on s'arrête là. Si le ganglion est positif, s'il y a une micrométastase, on ne fait pas de curage axillaire. S'il y a une macrométastase, on vérifie que tous ces critères soient remplis. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de ganglions malades, qu'il y a de toute façon une indication à une chimiothérapie, qu'on comptait faire une radiothérapie, qu'il n'y a pas un envahissement évident dans le reste du creux axillaire. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait chez ces patientes-là où on découvre qu'elles sont N+, on va faire un TEP scanner à 3 semaines de la chirurgie, on vérifie qu'il n'y ait pas de ganglions résiduels en axillaire et qu'il n'y a pas de contre-indication à la radiothérapie. Et sous couvert de ça, eh bien, on va pouvoir ne pas faire de complément de curage et en général, les patientes auront une irradiation axillaire. Si on n'est pas dans ces conditions-là, va se poser la question du curage axillaire complémentaire, mais on le fait de moins en moins souvent. Par contre, vous voyez que si la patiente, on lui a fait la biopsie du ganglion et qu'il est positif, eh bien, on fera un curage axillaire. Ce champ-là peut-être changera à l'avenir, mais pour l'instant, c'est ce qui est dans le référentiel. Et là, c'est le geste ganglionnaire qu'on va faire lorsqu'on est dans la situation d'une chimiothérapie néoadjuvante. Donc, vous avez commencé par une chimio, et je vous ai expliqué qu'il y en avait de plus en plus. Il n'y avait pas d'atteinte du ganglion au départ, eh bien, vous allez faire le ganglion sentinelle, préférentiellement, et c'est la majorité de ce que font les gens maintenant, après la chimiothérapie, au moment où vous opérez le sein. S'il est négatif, on s'arrête là. S'il est positif, eh bien, ou s'il n'est pas retrouvé, va se poser la question du curage axillaire. On est beaucoup plus réticent à désescalader dans ce cas-là, parce qu'il faut bien comprendre que ça veut dire que c'est de la tumeur qui persiste après chimiothérapie. Donc là, en termes d'évaluation, va plus se poser la question du curage axillaire. Si on a une patiente qui avait un ganglion positif au départ, le standard est le curage axillaire, et il y a une option. L'option, c'est si on a une réponse complète, qu'il y avait peu de ganglions malades au départ, que vous avez mis un clip dans le ganglion malade au départ, que vous êtes sur une tumeur triple négative ou HER2/3 croix, c'est-à-dire celles qui ont le plus de chances d'avoir une réponse complète à la chimiothérapie, que vous avez une réponse complète en écho et au PET scan, et que vous faites une double détection et que vous repérez le ganglion où vous avez mis un clip au départ, dans ce cas-là, vous pouvez faire ganglion sentinelle et exérèse des ganglions malades au départ marqués par un clip, ce qui représente un peu un mini-curage. Donc vous voyez que c'est une situation très particulière et qui n'est pas si différente du curage axillaire. En tout cas, il faut bien voir que la démarche actuelle est à la désescalade et que donc, quand vous avez peu de ganglions malades, il faut vraiment se poser la question de mettre des clips dans ces ganglions.
Le point suivant que je voulais aborder avec vous est celui des signatures moléculaires. Vous savez qu'il en existe un certain nombre et que ces signatures moléculaires, elles peuvent être utiles dans des cas très particuliers, qui sont les cas de cancer RH+, chez qui on se pose la question de voir si on peut désescalader de la chimiothérapie. Alors, on avait eu l'étude TAYLOR-X, qui est l'étude qui s'intéressait aux patientes N- et où sur des tumeurs, y compris des tumeurs grade 3, ou des tumeurs qui faisaient plus d'1 centimètre, eh bien, on leur faisait un oncotype DX. Et selon le résultat, on voyait, donc dans le groupe à bas risque, on ne faisait que de l'hormonothérapie, le groupe à haut risque, on faisait de la chimiothérapie, et dans le groupe à risque intermédiaire, on randomisait entre hormonothérapie et chimiothérapie. Eh bien, ce que nous a montré l'étude, c'est que dans le groupe bas risque, on pouvait ne pas faire de chimiothérapie et avoir une excellente survie des patientes, que dans le groupe à risque intermédiaire, il y a une différence à établir entre le fait que les patientes soient ménopausées ou pas, et notamment dans le groupe à risque intermédiaire entre 16 et 25. Donc, un peu la question qui se dit, c'est que si la patiente est ménopausée, vous pouvez dans ce groupe intermédiaire ne pas faire de chimiothérapie, et que si par contre elle n'est pas ménopausée, eh bien il faut en discuter avec les patientes, car il peut y avoir un bénéfice à faire cette chimiothérapie. Donc, la question qui se pose, c'est que donc chez certaines patientes, donc un bénéfice de la chimiothérapie plus marqué à 45 ans et en préménopause, lorsqu'on a un RS entre 16 et 25. Alors, l'étude plus récente, qui est parue cette fois-ci en 2020, s'intéressait aux patientes N+. Donc, de dire, est-ce que chez certaines patientes N+, avec un cancer RH+, est-ce qu'on pourrait ne pas leur faire de chimiothérapie? Et donc là, cette étude-là s'intéressait aux patientes 1 à 3 N+. Lorsqu'on avait un score inférieur à 25, on randomisait entre chimiothérapie ou hormonothérapie. Eh bien, cette étude montre qu'il n'y a pas de différence de survie lorsqu'on est chez les patientes ménopausées, mais qu'il y a une petite différence chez les patientes non ménopausées. Donc, les recommandations sont que lorsqu'on est en post-ménopause, pour ces patientes 1 à 3 N+, et qu'on a un RS inférieur à 25, on peut se permettre de ne pas faire de chimiothérapie, mais par contre, chez les patientes N+, et qui sont non ménopausées, on ne recommande pas de faire le test, une signature génomique, mais plutôt de faire de la chimiothérapie. Et donc, on en arrive à un algorithme décisionnel qui sont, vous avez une patiente qui n'a pas d'atteinte, chez la patiente préménopausée, si elle a une atteinte ganglionnaire, vous ferez de la chimiothérapie. Si elle n'a pas d'atteinte ganglionnaire, vous pouvez faire un test génomique. Là, je vous ai montré avec Oncotype DX, qui est celui pour lequel on a le plus d'études. Mais on a aussi, bien sûr, des études avec EndoPredict et PAM50, même si elles ne sont pas randomisées, pour montrer que si vous avez un RS à bas risque, pas de chimiothérapie. Si vous avez un RS entre 21 et 25, vous ferez de la chimiothérapie. Et lorsqu'il est entre 16 et 20, vous pouvez vous aider du risque clinique pour décider si vous faites de la chimiothérapie ou pas. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on retrouve maintenant dans le référentiel Sénorif, qui est de dire que pour les patientes qui sont dans un risque dit intermédiaire, c'est-à-dire une tumeur qui est T2, N1 en post-ménopause, un grade 1-2, un KI67 autour de 20-25%, et bien là, vous pouvez avoir un intérêt à faire le test génomique. Il ne faut pas faire de test génomique pour tout le monde, donc vous avez aussi les critères où il ne faut pas en faire, notamment chez les patientes qui sont à bas risque, c'est-à-dire une tumeur PT1, PN0, grade 1, RH+, avec un KI67 inférieur à 15-20%, sans embol. Là, vous êtes à bas risque et vous ne faites pas de chimiothérapie, vous n'avez pas besoin d'un test génomique pour le dire, notamment chez les patientes ménopausées. Eh bien, chez ces patientes, eh bien, on en arrive aux recommandations qui sont que lorsqu'elles sont ménopausées, si vous avez fait le test génomique, eh bien, s'il est à bas risque, vous pouvez ne pas faire de chimiothérapie adjuvante. Chez une patiente non ménopausée, si elle a une atteinte ganglionnaire, vous la mettrez dans le groupe à haut risque et vous ferez de la chimiothérapie. Par contre, vous pouvez utiliser chez les patientes en préménopause, eh bien, vous pouvez utiliser le test génomique à partir du moment où il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire et vous avez un seuil que vous avez utilisé et vous ne ferez pas de chimiothérapie à partir du moment où vous êtes dans le groupe bas risque et pas intermédiaire. Donc, en conclusion,
pour les différents points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Il est important de travailler le parcours de soins, de la biopsie initiale associée aux soins de support, avec aussi l'activité physique, dont je n'ai pas parlé ici, mais qui est très importante. Vous devez travailler vos spécificités de chaque patiente, notamment l'accès à la consultation de préservation de la fertilité, l'oncogériatrie, et s'adapter aussi à chaque tumeur. Sachez qu'on fait plus de chimiothérapie néoadjuvante, que c'est le standard pour les tumeurs triple négatif et HER de 3 croix à partir du moment où on a une tumeur de plus de 2 cm ou une atteinte ganglionnaire, que le statut de BRCA doit être à connaître pour de plus en plus de patientes, que l'indication du ganglion sentinelle s'est élargie, elle pourra encore s'élargir à l'avenir, et que les signatures génomiques peuvent être utilisées dans certains cas particuliers, et que, notamment dans les N+, c'est les dernières données de la littérature avec les tudaires expandeurs, on peut faire moins de chimiothérapie chez les patientes RH+, sous couvert qu'elles soient ménopausées. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de questions, et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Voilà, mais je pense que, je ne sais pas, je pense que tout est clair, enfin, même sans abus de termes, tout est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques remarques dans la salle. Oui, monsieur. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, en tout cas. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, concernant la recherche du statut BRCA, si les microbiopsies c'était suffisant ou pas. Parce que pour l'ovaire, en général, les pathologistes demandent une certaine quantité de tissu, sauf que du coup, pour le sein, est-ce qu'une simple microbiopsie, c'est suffisant? Tout à fait, elle est tout à fait suffisante, comme pour les récepteurs hormonaux. Donc c'est tout à fait suffisant, une microbiopsie. Ok, merci. Nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de traitements médicaux dans les cancers, notamment du col et du sein, et de moins en moins de chirurgie axillaire, ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai que la chirurgie axillaire, elle est complètement délétère. Oui, madame. Je voulais juste faire une petite remarque vis-à-vis du délai de prise en charge pour la chirurgie initiale. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on attend le statut HER2, qu'il est à 2 croix et donc du coup qu'il affiche, ça allonge nos délais du coup d'attente et de résultats. Et lorsqu'elles ne sont pas du coup HER à 3 croix, maintenant du coup on les prend un petit peu plus longuement après, et souvent ça allonge le délai de chirurgie initiale à 1 mois et demi, 2 mois par rapport au diagnostic. C'est la petite remarque qu'on s'était fait. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je ne sais pas quel délai vous avez pour vos fiches, en fait. Sur les délais? Non, pas de commentaires. Bon. Ben, s'il n'y a plus d'intervention, s'il n'y a plus de remarques, alors je vais... c'est moi qui dois faire passer la suivante ou c'est en régie? Oui, merci. Alors, le prochain orateur va nous parler de la prévention du cancer du sein. Il va parler à partir de Bamako, au Mali. Il est chef de service de gynécologie au CHU Gabriel Touré de Bamako. Il est enseignant, chercheur à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Il est président de la commission de recherche scientifique et de formation de la Société malienne de gynécologie obstétrique. Il est membre du comité de supervision du dépistage du cancer du col au Mali et il est aussi secrétaire général de la Société africaine de gynécologie obstétrique. Donc il s'agit du professeur Ibrahima Teguete et qui va nous entretenir de la prévention du cancer du sein. 2 fois. Clique 2 fois. Pardon, tape 2 fois. Voilà, très bien, merci. Merci aux organisateurs de cette session de fort au cours du Congrès Paris Santé Femmes de nous donner l'opportunité de parler d'une question aussi importante qu'est la prévention du cancer du sein. En l'occurrence, peut-on prévenir le cancer du sein? Comme on le sait tous, les soins pour les praticiens que nous sommes revêtent 4 aspects. On va remettre un peu juste monter le son. Comme ça. Je sais pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Il semblerait qu'il faille augmenter le son à partir de là.
C'est ce qu'on nous a donné comme recommandation. Alors de chez vous et d'ici aussi peut-être. Le dictionnaire d'Oxford, c'est l'ensemble des actions visant à éradiquer, éliminer ou minimiser l'impact de la maladie ou de l'invalidité. Si aucune de ces actions n'est faisable, de retarder la progression de la maladie ou de l'invalidité. Les actions entreprises sont organisées en stratégie dite prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Et pour le professionnel, prévenir signifie tout d'abord identifier des personnes qui ont un risque de développer une maladie. D'où la nécessité d'asseoir les notions de facteurs de risque, de savoir estimer le niveau de risque et d'avoir des compétences dans le domaine du counseling sur le risque clinique. Mais pourquoi prévenir le cancer du sein? D'abord, c'est une maladie de santé publique aujourd'hui, premier cancer de la femme dans les pays développés et dans beaucoup de pays en développement, avec une mortalité très élevée et dont l'histoire naturelle est de plus en plus connue et s'est révélée être plus longue. En effet, les données de modélisation de la cinétique de croissance suggèrent qu'il faut environ 10 à 20 ans pour passer de l'hyperplasie canalaire à l'hyperplasie atypique à une tumeur cliniquement détectable. Et il y a beaucoup de moyens actuellement qui permettent de diagnostiquer la maladie avant l'expression clinique, d'où l'intérêt de la prévention que nous allons voir. Les facteurs de risque sont aussi bien connus. Les facteurs classiques sont l'âge à la ménarche, l'âge à la ménopause, à la première naissance vivante, les antécédents de tumeurs bénignes, de pathologies bénignes, en l'occurrence l'hyperplasie atypique qui multiplie le risque de survenir par 4, et aussi l'antécédent familial de cancer du sein, lorsque particulièrement 2 parents de première génération ont été atteints avec un risque relatif de 5. Par ailleurs, des facteurs de risque ont été mieux étayés par les différentes études épidémiologiques, notamment les facteurs génétiques, avec les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, mais aussi des facteurs liés aux hormones, notamment l'utilisation de contraception orale, de traitements hormonaux substitutifs. Tous ces facteurs de la reproduction qui mettent le gynécologue obstétricien au centre de la prévention dans une approche d'intégration des services de santé de la reproduction. Également, des facteurs comportementaux et des facteurs alimentaires sont incriminés, composantes transversales de la prévention en matière de santé pour une prise en charge de qualité. Alors, l'évaluation du risque se fait par différentes manières et il y a beaucoup d'algorithmes qui existent. Le risque sur 5 ans a été le standard utilisé pour la prise de décision pour la chimioprévention parce que le National Cancer Institute Breast Cancer Assessment Tool, qui rapporte le risque de cancer invasif du sein, était la base de l'inclusion dans les 2 essais majeurs de prévention aux États-Unis et constitue la base de l'indication du tamoxifène et du raloxifène par la Food and Drug Administration. Plusieurs techniques d'évaluation du risque du cancer du sein existent. Elles utilisent des facteurs de risque et différents tests pour estimer la probabilité de survenue du cancer du sein et adopter une attitude en matière de prévention. Nous invitons en particulier le lecteur à lire cette revue de la littérature de Gaël qui en fait un point succinct. Alors, qu'en est-il de la prévention primaire? C'est le fait d'éliminer les causes conduisant à la survenue de la maladie et accroître ou renforcer le système immunitaire dans une population. Et cette prévention primaire du cancer du sein s'insère autour des 3 points suivants dans cette présentation, notamment la chimioprévention, l'intervention chirurgicale qui est la mastectomie de réduction du risque et les modifications. Alors, pour la
la chimioprévention, il y a 3 impératifs. Il faut que la population cible soit clairement définie, que la fréquence et la sévérité des effets secondaires associés aux médicaments utilisés soient acceptables pour les patients et éthiquement justifiables dans la population cible, et que la durée du traitement soit définie, ce qui le plus souvent, pour la plupart des cancers, sera parfois années. Alors, le rationnel de la chimioprévention repose sur des données épidémiologiques avec des événements estrogénodépendants qui sont essentiels à la survenue du cancer du sein, mais également sur des données cliniques. En effet, l'ovariectomie ou la radioablation des ovaires peuvent diminuer l'incidence du cancer du sein de 75%. D'où l'idée que les antagonistes des estrogènes peuvent jouer un rôle clé dans la prévention primaire du sein. Pour le tamoxifène qui est utilisé en chimioprévention, la cancérogénèse des estrogènes par prolifération cellulaire mammaire avec accumulation d'erreurs génétiques aboutissant à la transformation néoplasique a été le constat princeps qui a abouti à l'utilisation de ce médicament. Différents mécanismes sont évoqués pour le tamoxifène dans cette action, notamment la modulation des récepteurs de la production des facteurs de croissance transformés growth factor alpha et bêta, la liaison au site de liaison antiestrogénique cytoplasmique qui augmente la concentration intracellulaire du médicament et l'augmentation des niveaux de la protéine porteuse des hormones sexuelles, la sex hormone binding globulin, qui diminue les niveaux d'estrogène libre diffusant dans les cellules tumorales, ce qui influence la croissance tumorale. Il y a aussi l'augmentation des taux de cellules naturelles killer et la diminution de facteurs de croissance comme l'insuline like 1. En ce qui concerne le raloxifène, qui est le deuxième médicament le plus utilisé, les effets anti-astrogéniques dans les tissus mammaires et endométriaux ont été rapportés. Et des effets œstrogéniques sur l'os, le métabolisme lipidique et la coagulation sanguine ont également été observés. Effets anti-androgéniques dans certains tissus et œstrogéniques dans d'autres. L'activité antitumorale in vivo de ce médicament a été rapportée dans les cancers induits chez les rongeurs comme observé avec le tamoxifène. Et il a été rapporté des liaisons in vitro aux récepteurs alpha et bêta des estrogènes, ce qui bloque leur. Alors, les indications de ces modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques, c'est les femmes ayant des antécédents de carcinome in situ, lobulaire ou canalaire, d'hyperplasie canalaire ou lobulaire in situ, des femmes en préménopause ayant une mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, des femmes préménopausées de plus de 35 ans avec une probabilité de cancer du sein donc de 1,66% au moins, et des femmes de plus de 60 ans avec une probabilité de risque de cancer du sein sur 5 ans selon le modèle de L ou égal à 5%. Il y en a des contre-indications absolues, notamment les antécédents de thromboembolie, les antécédents d'embolie pulmonaire, de traitement en cours par la warfarine, des contre-indications relatives liées aux accidents vasculaires et de diabète mal équilibré, d'hypertension artérielle ou de cardiopathie existent. Plusieurs essais ont été réalisés par rapport à l'efficacité de ces médicaments en chimioprévention du cancer du sein. Cette diapositive présente les indices et risques et de bénéfices pour le tamoxifène et le raloxifène en chimioprévention par niveau de risque projeté sur 5 ans. Ces risques et bénéfices dépendent de l'âge des sujets. Ici, nous sommes chez les patients de 50 ans à 119 ans, de leur âge, du risque de cancer du sein sur 5 ans, de la race et de l'antécédent d'hystérectomie. Avec le tamoxifène, comme on peut l'observer ici, une évidence forte en faveur des bénéfices existe seulement pour les patients de 50-59 ans ayant leur utérus et un niveau de risque de survenue du cancer du sein qui est élevé, soit 7%.
Pour le raloxifène et dans la même tranche d'âge, le bénéfice apparaît dès que le risque de cancer du sein atteint 3,5%. La diapositive présente nous donne les bénéfices nets de l'utilisation du tamoxifène en fonction de l'âge et du risque de cancer du sein sur 5 ans chez les patientes jeunes d'âge inférieur à 60 ans. Et toutes les femmes de moins de 50 ans, comme on peut le voir ici en bleu et en chocolat, toutes ces femmes tirent un bénéfice de l'utilisation du tamoxifène en termes de réduction du risque de cancer du sein et de peu d'effets secondaires, tandis que ce traitement par tamoxifène est bénéfique pour les femmes de 50 ans et plus, en couleur cendre ici, seulement quand le risque atteint 3%. Alors, une méta-analyse des essais qui ont été réalisés sur ces différents médicaments a été rapportée. Ici, nous avons 9 travaux qui ont été inclus. Il s'agit de méta-analyses comparant ces modulateurs sélectifs des récepteurs aux hormones, aux estrogènes, par rapport au placebo. Le critère de jugement principal, c'était l'incidence du cancer du sein, y compris le carcinome in situ, sur une période de 10 ans. Les principaux résultats observés, c'est qu'il y a une réduction de 38% du risque de cancer du sein et il faut traiter 42 femmes pour prévenir un cancer du sein. La réduction du risque est plus importante pour les 5 premières années de suivi, 42% de réduction, comparé à une durée de 5 à 10 ans qui est de 25% de réduction. Malheureusement, il y a une augmentation des effets thromboemphysaliques avec tous les fermes. Cette augmentation est de 73%. Il y a par contre une diminution de 34% du risque de fracture vertébrale. Le risque de fracture, cette diminution de fracture non vertébrale est beaucoup moindre, 7%. D'où la nécessité d'évaluer soigneusement les risques et les bénéfices pour identifier les personnes pouvant bénéficier de la chimiothérapie préventive. En ce qui concerne le deuxième volet de la prévention primaire du cancer du col, du cancer du sein, c'est la mastectomie de réduction du risque du cancer. C'est l'ablation chirurgicale des seins à l'absence de cancer pour réduire le risque de cancer du sein chez les femmes. On l'appelle aussi mastectomie prophylactique. Elle est bilatérale, elle peut être bilatérale par ablation des deux seins chez une femme asymptomatique ou contralatérale par l'ablation des deux seins lors de la prise en charge d'un cancer du sein latéral. Et plusieurs stratégies existent. Globalement, c'est seulement quand le risque de cancer du sein est très élevé, ce qu'on a avec les variantes pathogéniques germinales avec mutation génique et en cas de radiothérapie thoracique avant 35 ans, c'est seulement dans ces cas de risque élevé que la mastectomie contralatérale est validée avec des preuves suffisamment fortes à ce jour. Cependant, des alternatives existent combinant le dépistage et la chimiothérapie ou l'une ou l'autre des options selon le du risque. Alors, pour cette mastectomie de réduction du risque de cancer du sein, il y a des considérations chirurgicales à prendre en compte. Cependant, il n'y a pas d'essais randomisés qui évaluent leur efficacité. Des études d'observation ont démontré que la mastectomie de réduction de risque de cancer du sein n'élimine pas complètement le risque de cancer du sein. Le taux absolu de réduction est de 65% pour les femmes porteuses de mutations de gène BRCA. Les bénéfices en survie, en termes de survie après mastectomie contralatérale ont été rapportés, mais n'ont pas été confirmés par des essais bien contrôlés. Sujet donc. Alors, les risques potentiels de cette mastectomie de réduction de risque, c'est les complications de la plaie tumorale et des effets non désirés sur la qualité de vie, notamment corporelle.
En ce qui concerne cette mastectomie de réduction de risque chez les femmes ayant la mutation, toutes les études s'accordent à dire que c'est au-delà des tranches d'âge de 25 à 30 ans que cette intervention est justifiée, eu égard à l'augmentation drastique des risques à partir de cette tranche d'âge-là et au risque cumulé qui devient très net. Alors, 3 procédures sont fréquemment réalisées, généralement avec une reconstruction mammaire, une mastectomie simple, une mastectomie épargnant la peau et une mastectomie épargnant le mamelon, avec l'intervention qui apporte le tissu mammaire uniquement et à travers une incision inframammaire. Ceci est plus cosmétique et ça n'augmente pas le cancer du sein. La prévention primaire, c'est la modification du style de vie, notamment le poids corporel. Le rationnel, c'est que pour tous les 5 kg au-dessus du plus faible poids adulte, il y a une augmentation du risque de cancer du sein de 4 à 8% après la ménopause. À l'opposé, la perte de poids a été rapportée comme associée à une diminution cancer du sein. Le rationnel, c'est que l'activité physique est une composante importante de la maîtrise du poids et l'Organisation mondiale de la santé recommande pendant les heures libres une activité d'au moins 10 métaboliques équivalentes task, qui est l'unité de mesure de la dépense énergique associée à une activité. C'est ce qui est associé à une diminution du risque de cancer. Plusieurs travaux, autant chez les femmes en préménopause qu'en postménopause, ont été réalisés et permettent de démontrer avec des preuves suffisamment fortes que l'activité physique intense est associée à une diminution du risque de cancer du sein, tant en prime qu'en post-ménopause. Les mécanismes d'action proposés pour la réduction du risque de cancer du sein par l'activité physique, c'est les réductions favorables de la disponibilité des estrogènes, de l'inflammation et des troubles métaboliques qui sont tous associés au mécanisme de la carcinogénèse mammaire et la composition corporelle. Des lignes directrices ont donc été édictées, à savoir avoir un poids normal, être physiquement actif, manger des aliments riches en grains et entiers, limiter les fast-foods, toutes ces mesures de comportement que le médecin praticien se doit de conseiller au quotidien par rapport aux patientes et qui sont considérées potentiellement à risque de cancer du sein. L'efficacité de ces lignes a été évaluée et lorsque au moins 5 des recommandations sont mises en pratique, le risque de cancer du sein diminue de 60% et davantage de réductions ont été rapportées pour chaque recommandation mise en œuvre. Alors, qu'en est-il de la prévention secondaire? La prévention secondaire a pour but de terminer le développement de la maladie avant la survenue de ces symptômes, ce qui peut entraver ou prévenir une tumeur maligne. Le dépistage mammographique est l'outil le plus utilisé à cette fin et cible un groupe à risque élevé dans la population générale. Le but recherché, c'est la diminution de la mortalité par cancer due en précoce. 2 incidences de mammographie sont utilisées, l'incidence médio-oblique et l'incidence crânio-caudale qui permettent, surtout la première alternative, qui a pour intérêt de voir le maximum du tissu, y compris externe et le prolongement axillaire. Alors, cette mammographie n'est pas indiquée chez les femmes à risque modéré avant l'âge de 40 ans du fait de la densité mammaire qui empêche de voir les lésions et qui est même un risque pour une tumeur radio-induite. Les inconvénients de la mammographie, c'est qu'il y a une surdiagnostic de presque 33% de plus de cancer du sein. Ce concept, c'est la dissection de cancer, de tumeurs malignes par imagerie qui sont confirmées par histologie, mais qui n'auraient pas donné de signes cliniques au cours de la vie de la patiente. Et par ailleurs, l'autre inconvénient majeur, c'est que 75% des lésions détectées à la mammographie sont bénignes. La performance de cette mammographie
a été estimée et elle est de 90 à 95% en cas de prédominance de tissu glandulaire. Mais quand la densité mammaire est élevée, cette performance est plus pauvre. La capacité de la mammographie sur la diminution de la mortalité est d'environ 30% par la plupart des essais randomisés populationnels qui ont été réalisés et que les méta-analyses ont confirmé. D'autres moyens de prévention secondaire sont utilisés, mais n'ont pas été encore validés, égard soit à leur sensibilité, leur performance médiocre ou à leur nouveauté, ce qui n'est pas permis de les standardiser. Enfin, en matière de prévention tertiaire, nous insisterons uniquement sur le concept de programme déjà résolu. En effet, les stades précoces de cancer du sein, surtout en l'absence d'envahissement ganglionnaire, avec l'expression des récepteurs hormonaux ou de récepteurs R2, ces cas-là sont associés à une très faible mortalité lorsque le traitement est approprié, ce qui permet une longue survie et diagnostic de façon drastique, tel que rapporté ici par beaucoup de travaux précédemment publiés dans les revues. Alors, en conclusion, il y a beaucoup de stratégies et beaucoup de défis. Il y a des outils adéquats pour l'identification des femmes à risque pour le cancer du sein, mais les consensus sur la définition du haut risque demeurent et la perception et la communication du risque doivent faire davantage de travaux pour être mieux affinés. Les aspects éthiques potentiels des programmes d'information doivent être pris en compte et des programmes de prévention impliquant plusieurs niveaux selon la nature du risque identifié sont aussi un goulot d'étranglement à étayer pour une pragmatique. En tout cas, pour le clinicien, le rôle, c'est d'apprécier les risques par rapport aux bénéfices, notamment de savoir dépister le cancer du sein lorsque indiqué, d'assurer la chirurgie prophylactique si elle est indiquée et d'adhérer à la chimiothérapie de réduction de risque qui est actuellement approuvée, mais en mesurant les bénéfices et les risques. Je vous remercie. Un grand merci au professeur Teguete pour cette présentation. Juste une petite remarque. S'il fallait encore quelque chose pour confirmer notre problème dans nos régions africaines, en particulier en Afrique subsaharienne ou même en Afrique du Nord, le problème n'est pas la prévention. Le problème est surtout le diagnostic précoce. Il s'agit de prendre en charge des cancers qui, en général, sont des cancers que l'on diagnostique à un stade 3 cm et plus. Et l'accès à la prévention ou la possibilité d'avoir accès à la prévention est extrêmement difficile. Vu l'immensité de nos régions rurales, il n'existe pas de mammographe ou de possibilité de réaliser des mammographies en zone rurale, par exemple. Donc, l'accès à cette prévention dont parle le professeur Teguete reste encore très difficile dans nos régions, et le problème est surtout un problème de diagnostic et de diagnostic précoce et de prise en charge. Voilà. Quelques commentaires, peut-être ? Tout à fait d'accord avec toi, Raymond. Le problème, c'est un problème de dépistage, en fait, chez nous, dans la région, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord. Le problème se pose aussi. Nous n'avons malheureusement pas de dépistage organisé, on fait des dépistages individuels, et du coup, ou alors des dépistages massifs dans le cadre de l'Octobre Rose, mais ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on en dépiste pas mal, chaque année un peu plus, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que la politique de santé dans ces régions change et instituer un réel dépistage organisé pour qu'on puisse justement faire des diagnostics précoces. J'aurais aimé que M. Ibrahima Teguete nous parle un peu de l'augmentation du risque de cancer de l'endomètre sous tamoxifène, qui est quand même pas négligeable. Instituer une chimioprévention par du tamoxifène augmenterait quand même le risque de cancer de l'endomètre d'un facteur de 2,4, aussi bien chez les femmes ménopausées que chez les femmes non ménopausées. Et ce risque
n'est pas négligeable et il continue même après l'arrêt du traitement. Donc j'aurais aimé qu'il pose quand même l'accent sur ce facteur-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires dans la salle. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ma question porte sur la prévention secondaire, la mammographie dans le dépistage des lésions avant la manifestation. Selon les recommandations, c'est à partir de 50 ans, mais on a l'impression qu'on ne respecte presque pas les recommandations. Et lorsqu'on a des patientes qui sont entre 45 et 50 ans, presque tout le monde fait une mammographie de dépistage. Pourquoi on a l'impression qu'on ne respecte pas cette recommandation avec un cut-off d'âge à 50 ans? Et pourquoi est-ce qu'on ne modifierait donc pas l'âge pour revenir à 45? Je ne sais pas. En fait, c'est ça le fond de ma question. Merci. Je ne saurais pas vous répondre pour l'Afrique subsaharienne. Je pourrais vous répondre pour mon pays à moi. Je ne sais pas en France comment ça se passe. En tout cas, chez nous, le dépistage commence à 45 ans. Un peu moins, plutôt vers 35 ans s'il y a des facteurs de risque ou s'il y a des antécédents familiaux. Et on fait du coup d'emblée un bilan sénologique complet, donc mammographie et échographie. En France, je ne sais pas qui pourrait répondre. Comment ça se passe pour le dépistage? Alors, pardon, s'il vous plaît, encore une seconde. Pour vous répondre encore plus bas, en Afrique subsaharienne, le problème reste plus la possibilité de faire une mammographie que de faire trop de mammographie. Quant à ce qui se passe en France, ben peut-être que quelqu'un peut nous répondre dessus. Je ne sais pas si je vais répondre, mais je vais juste parler d'une pratique qu'on fait tous ici, enfin la majorité en tout cas. Ce qui est officiel, c'est 50 ans parce qu'il y a quand même une politique de santé, d'économie de santé, etc. Mais ce qui se fait dans la pratique réelle, je pense que la plupart des gynécos font des mammographies à partir de 40 ans. Ou alors ils adaptent aussi en fonction des facteurs de risque. Parce que vous savez, l'économie de santé, c'est ça le problème. Maintenant, on parle de frottis, maintenant, test HPV tous les 5 ans. En fait, on est en train d'essayer de faire des dépistages et en même temps de faire de l'économie de santé. Nous, on est des médecins et donc on doit adapter notre pratique aux risques réels et en fonction de... Peut-être que un jour, les choses changeront, mais voilà. Le micro ici. Merci. Je ne sais pas comment ça se passe aussi en France, mais du moins chez nous, je suppose que c'est pareil en Afrique du Nord. Les mammographies de dépistage ne sont en fait pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça pose un énorme problème. On est obligé de tricher un peu pour pouvoir demander pour que la mammographie soit remboursée, justement. Donc on est obligé dans les renseignements cliniques de mettre un petit quelque chose pour que la femme soit remboursée. Ramzi. Selon le collège, enfin l'association américaine de radiologie, il préconise à partir de 40 ans chaque année une mammographie. C'est une médecine privée. En France, si je ne me trompe pas, les guidelines disent à partir de 50 ans chaque 2 ans. En Angleterre, c'est à partir de 50 ans chaque 3 ans. Et il y a une étude qui a vu la survie de ces 3 groupes après 5 ans, et c'est exactement la même survie dans les 3 groupes. Donc, quoi qu'on fasse, la survie sera la même, mais le traitement de ces femmes atteintes sera complètement différent. Comme nous sommes cliniciens et nous sommes en contact avec la femme, s'il n'y a pas de suspicion, on peut faire ce qu'on veut. S'il n'y a pas de risque, on peut faire ce qu'on veut. Mais dès que la femme vient avec une boule, même si on sait que c'est un kyste, souvent si elle a 43, 44 ans, je pense qu'on fera une mammographie pour la tranquilliser surtout, et surtout pour nous protéger du point de vue médico-légal. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la France, nos pratiques en France. Il y a 2 types de dépistage. Le dépistage organisé qui se fait de 50 ans à 74 ans, tous les 2 ans. Une mammographie tous les 2 ans. Les femmes sont invitées à venir faire leur mammographie. Il y a des radiologues qui font ces mammographies. Il y a une 2e lecture. Et puis, le dépistage individuel. Tous les gynécologues sont capables d'examiner les seins de leurs patientes. Et s'ils estiment qu'il y a une indication d'une mammographie ou d'une échographie,
ils demandent cette mammographie ou l'échographie qui est remboursée. Cela ne pose pas de problème. Avant 50 ans, s'il y a un souci, mais aussi après 74 ans, quand le dépistage organisé est terminé. Merci. Madame. Juste pour compléter tout ça, pour les patientes qui sont considérées à haut risque de cancer du sein, donc il y a un score d'évaluabilité des Inger, et si ce score est supérieur à 3, à partir de 40 ans, mammographie tous les ans, et ensuite on retombe dans un dépistage à partir de 50 ans tous les 2 ans. Tout à fait. Excusez-moi, est-ce que vous faites des IRM chez les femmes jeunes? Non. Non. On reste sur la mammo-écho. S'il vous plaît, le micro. Le score des Inger aussi préconise la consultation d'oncogénétique à partir d'un score supérieur à 3, avec donc recherche génétique et suivi mammo plus écho plus IRM pour les femmes à partir de 30 ans en cas de risque avéré génétique. Oui, le micro ici, s'il vous plaît. Allez, pour une dernière intervention, pour qu'on puisse libérer la salle à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je suis aux Antilles, et plus particulièrement en Guadeloupe, et on s'est rendu compte que 30% des cancers du sein étaient diagnostiqués avant l'âge de dépistage organisé. Cela veut dire avant 50 ans. Ce qui veut dire qu'avant 50 ans, on est quand même très prudent. En dehors des cas où il y a des cancers génétiques, Madame en a parlé, où il y a vraiment un protocole de suivi, nous examinons vraiment de façon très précise les seins avant 50 ans et en cas de besoin, nous demandons la mammographie. Donc, il faut bien retenir, 30% de cancers du sein sont dépistés avant l'âge du dépistage organisé, au moins chez nous. Merci. Oui, mais on voudrait insister beaucoup plus sur la mammographie de dépistage, parce que l'autopalpation, c'est vrai que ça aide, mais c'est pas suffisant. Ouais. Merci à vous tous. Merci pour cette session un peu tronquée. Ouais. Mais intéressante quand même. C'est quand même dommage qu'il ne soit pas là. Merci Leïla. Merci à tous. Ouais.